Thomas Lundalv et Lisbeth Johnson sont des biologistes marins suédois. Le soleil à peine levé, ils partent en expédition avec leur navire de recherche. Ils profitent des journées d'été plus longues et plus douces pour rejoindre le récif Tisler, une zone située à 1 heure des côtes, près de la frontière maritime entre la Suède et la Norvège. Leur objectif, étudier des jardins sous-marins secrets et récifs coralliens des eaux froides. Pour ce faire, ils utilisent ce petit bijou de technologie, un robot sous-marin équipé de caméras. Voici le fruit de leur recherche, le plus grand récif corallien côtier européen, 1200 mètres de long sur 200 mètres de large. À la différence des coraux tropicaux, les coraux des eaux froides se développent en l'absence de lumière et à des températures ne dépassant pas 13 degrés. Bien qu'ils soient des animaux similaires aux anémones, leur structure biologique demeure un mystère pour les scientifiques. Leur priorité, cartographier précisément l'emplacement, la forme et les dimensions de ces récifs coralliens. C'est très important d'avoir des cartes précises de l'emplacement des coraux si vous voulez avoir une chance de les protéger. Vous pouvez alors prévenir les pêcheurs pour qu'ils évitent les récifs. En Norvège, par exemple, il y a une loi qui interdit la pêche là où il y a des récifs coralliens. Cela peut se faire seulement si vous avez des cartes précises de leur emplacement. Et ce n'est que depuis quelques années que nous avons commencé à faire ces cartes. Sur cette carte, en orange, les zones où les coraux ont été découverts, le long de l'océan Atlantique et en différents endroits de la Méditerranée. Mais leur emplacement exact, leur morphologie, leur densité, leur développement et leur structure biologique restent inconnus. L'ennemi numéro 1 de ces récifs, ce sont les chalutiers de pêche. Sur ces images, des coraux endommagés à 120 mètres de profondeur. Il suffit de quelques secondes pour détruire ce qui a mis des milliers d'années à se former. Les scientifiques suédois étudient ces coraux depuis 10 ans. L'Europe cherche à les protéger car ils sont essentiels pour l'écosystème marin. C'est l'une des priorités du projet européen Hermès. Nous avons trouvé plus de 1300 espèces liées aux colonies de l'Ophelia pertusa. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner correctement tous les différents groupes d'animaux qui sont ici. Nous allons probablement découvrir beaucoup plus d'espèces. Les images vidéo et des échantillons vivants ramenés des profondeurs sont étudiés dans ce laboratoire. Il y a 3 ans, les scientifiques ont commencé à utiliser la génétique pour mieux comprendre la manière dont ces coraux se reproduisent. Ils commencent à peine à avoir des résultats. Les analyses génétiques des coraux des eaux froides nous ont montré qu'ils se reproduisent par voie sexuelle et par clonage. Le clonage varie selon les zones coralliennes. Nous avons aussi découvert que les organismes situés près des récifs voisins sont presque identiques entre eux. La recherche sur les coraux des eaux froides est spécialisée et coûte cher, d'où la nécessité d'une coopération européenne. Pendant 15 jours, ce navire néerlandais qui mouille dans le port écossais d'Oban a étudié les récifs coralliens situés au large des côtes britanniques. À son bord, 15 biologistes issus de 6 pays européens et un chercheur américain. Objet de leur recherche, Rockall Bank, une chaîne de montagnes sous-marines peuplée massivement de coraux. Les scientifiques ont cartographié le site et ont mené plusieurs analyses pour comprendre ce qui les différencie des coraux tropicaux. La scientifique allemande Connie Meyer. Les coraux tropicaux ont des microalgues dans leur tissu et ces algues font de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles utilisent la lumière pour fabriquer de l'énergie et donner des matières nutritives au corail. Puisqu'il n'y a pas de lumière dans ces profondeurs, nous nous demandons s'il y a quelque chose pour remplacer cette symbiose avec les algues. Et cela peut être des bactéries qui sont dans ces tissus et qui utilisent des sources de nutrition dans l'eau.
nutzen, die im Wasser sind. Le bateau de recherche est équipé d'outils très sophistiqués, ce qui permet à l'équipe menée par ce biologiste néerlandais d'étudier les coraux en temps réel. Grâce à ces équipements, les scientifiques ont pu élaborer des cartes interactives des courants marins de la zone. Connaître le mécanisme naturel de ces courants va les aider à comprendre comment les coraux se nourrissent, se développent et colonisent de nouvelles zones. Ici, vous voyez sur une période de 2 heures les courants qui changent de direction et de magnitude. En faisant cela, nous espérons trouver un lien entre les courants qui sont au sommet des montagnes et ceux qui se trouvent le long de ces montagnes. Cela peut déterminer la manière dont la nourriture est transportée aux coraux du bas vers le haut. Ce navire fournit aussi de nouveaux spécimens vivants que les chercheurs pourront étudier en laboratoire. Les coraux vivants sont très sensibles à la lumière et au changement de température. Leur transfert doit donc être rapide et méticuleux. Ce laboratoire de recherche marine a été l'un des premiers en Europe à s'intéresser aux coraux des eaux froides. Les travaux de ces biologistes portent notamment sur leur respiration et leur alimentation. Murray Roberts étudie ces organismes depuis presque 10 ans. Il commence seulement aujourd'hui à comprendre la manière dont ils s'alimentent. Il semble que les coraux soient capables de se nourrir de restes d'animaux et de végétaux et d'animaux vivants. C'est en quelque sorte un régime omnivore. Et il est possible qu'ils puissent aussi absorber des matières organiques qui sont dans l'eau. Ils sont ainsi capables de se développer dans des zones très riches en plancton, mais aussi dans les zones où les courants sont capables de transporter les matières nécessaires à leur subsistance. Les océans abritent 90% de la vie sur Terre et les récifs coralliens des eaux froides sont essentiels à l'équilibre de nombreux écosystèmes sous-marins. Leur très lent développement, 4 à 25 mm seulement par an, en font des espèces fragiles et donc en danger. Pour préserver la beauté de ces mondes cachés, de plus grandes recherches sont nécessaires.